Chloé Régent, Quentin Bayou, Marc Bodnar, Alexandra Cicluna. A Batista combatió, Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió, porque la patria Parole de Pilar, Como establece la segunda declaración de La Habana, de Simone Amin. pueblo de América Latina es Un feuilleton en 15 épisodes. una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Deuxième épisode. Je ne fus jamais enfant, je ne découvris jamais rien, je ne fis jamais rien pour la première fois, tout était déjà tracé, tout n'était que la répétition d'actes qui étaient déjà gravés dans ma mémoire. J'ai un crâne étroit mais une mémoire profonde, car ce n'est pas la mienne. C'est une mémoire jeune, une mémoire révolutionnaire qui recouvrit et écrasa les souvenirs ancestraux. Plus de rituels, plus de superstitions, plus de traditions, du neuf et du brillant, et peut-être l'honneur d'être la base d'une mémoire collective retrouvée, mon crâne, exposé dans le musée de la Révolution. Un crâne préhistorique, un crâne brisé à coups de marteau pour mesurer la taille de sa fosse cérébelleuse et de ses testicules suturés et exhibé dans une vitrine une nouvelle racine pour des rituels perdus et interdit arrête le mensonge, cet os ne reviendra jamais dans sa patrie. Une patrie traître qui abandonne mes restes à la fosse commune après m'avoir condamné, désavoué, effacé, peu importe la gloire. Je me contenterai d'un crâne mutique et anonyme, des os blanchis éclairés par une légende mensongère. Ours des montagnes, première ère de la Révolution. Ces suppurations prépuciales étaient réputées pour leur qualité laxative. Bande de cons, c'est moi qui écris. Je peux recomposer l'histoire. Ce ne sont que des mots, peu importe qu'ils racontent des vérités ou des mensonges. Ce ne sont même pas mes mots. Je ne parle pas dans ma langue. C'est une langue étrangère, pas la mienne, tellement épaisse que je ne peux plus fermer les mâchoires sur cette bouche pleine de pu, de pustules, de vengeance et de serpents. Je divague. Vous pouvez me dire qui sont tous ces gens autour de vous? Les jeunes hommes qui fument toute la journée avec ses mains de poisson, c'est mon fils. Ceux qui rient dans le salon sont des amis. Certains vivent ici. Et tous les enfants qui courent autour de nous sont à eux, je suppose. Militants, jeunes et vieux, fatigués. Des survivants qui n'ont pas compris leur propre histoire. Pourrais-je leur parler? Il faut que je réécoute l'entretien. Elle a dit ce qu'elle voulait dire, pas un mot de plus. Jamais n'a percé cette fêlure pourtant si lisible dans ses yeux. Je suis l'étrangère. Il y a des choses, il y a des doutes que l'on n'exprime pas devant une étrangère. Je suis née à cheval sur la Révolution, conçue assez tôt pour savoir d'où nous venions, pour me souvenir chaque jour de ce qui avait changé, pour être viscéralement attachée à cet élan qui avait changé notre vie. J'ai grandi avec la certitude que nous bâtissions une nouvelle civilisation. Nos parents avaient réveillé Dieu. Nous allions enfin pouvoir prier sans que ce soit en pure perte. Tout avait basculé. Certes, les paillettes avaient disparu. Les remèdes et la brillantine avaient été troqués contre du mauvais cirage. Si bien que Zeb souffre certainement de calvitie précoce et que je ne dois ma bonne vue qu'à mon manque de coquetterie. Mais le rhum,
avait remplacé l'eau croupie des bénitiers. Il m'était impossible d'avoir peur car je savais qu'il était préférable de mourir au combat que d'affronter la défaite. Ce fut ma première douleur, une douleur perdue au fond de mon crâne, du jour de ma non-naissance jusqu'à ce jour de vaticination entraîné par la douleur de perdre mon corps auquel je tenais tant, ce corps qui m'est enlevé et livré à la lecture impartiale des vers. Lui, il était très travailleur. Simple. Idéal. Comme... il arrivait à bien faire tout. Il prenait toujours les choses par leur face la plus simple. Et il a continué à faire comme ça. Un faiseur de simplicité. Moral. À idées mis plein la tête. Un peu comme un moine. Il examinait toujours les détails les uns après les autres, et ainsi, il ne faisait pas d'erreur. Il ne pensait même pas à l'erreur. C'est comme un magicien qui fait un tour alors qu'il ignore lui-même qu'il a des accessoires cachés dans sa manche. Il ne se disait pas ou c'est lui qui meurt ou c'est moi qui meurs. Il savait juste que s'il pressait la détente, le percuteur frapperait l'arrière de la balle et c'est tout. Il le faisait. Je le charriais toujours. Non, je rigolais, quoi. Mais il avait raison. C'est comme pour son silence en prison. Il n'a rien dit pendant 18 ans. Il avait gardé ses idéaux sans se poser de questions, à cause des détails. J'étais moqueur. Mais c'était lui qui était le juste. Moi, je suis inutile. Je suis resté. Lui, les Américains l'ont exécuté pour ça. C'est un peu manichéiste, hein, mais c'est comme ça. Déjà, à l'école, je peux te raconter une histoire, non? Euseb m'a reçu dans sa boîte de nuit. Ça ne m'a pas étonné. Un gigantesque lieu en sous-sol, découpé en multiples demi-niveaux, alcôves, colonnes. On s'est installé un peu à l'écart, alors que le personnel s'affairait à préparer l'ouverture. Lui, c'est une vraie pompe à parole. Il parle à flot continu, frappé d'une réelle incontinence verbale. Parfois, il s'échauffe, au bruit de ses propres histoires. Il est près d'une sorte de rictus nerveux, une grimace qui a tout du rire de Méphisto. C'était en 79. Et grâce à notre aide, on avait fait tomber la dictature sur le continent. Enfin, pas nous, hein. Non, on était à l'école. Et ils hurlaient à tous, hein, ils hurlaient. C'était la première fois depuis 20 ans, tout le charabia. Une ère de conquête et de progrès, enfin, toute la merde du discours. Mais là, c'était la vérité. Même moi, ça me faisait chaud. On était tous dans la grande salle, les cadets, et on regardait la télévision. La liesse, la révolution s'étendait, et j'attendais près de la porte. Et alors, man, il était collé à la télé. Il pleurait. Enfin, c'était du cinéma, hein. Il pleurait pas. Oh. Mais peut-être que si. Enfin, moi, j'étais content. Mais il fallait qu'on sorte. Il y avait le mur à passer. Et je pouvais pas le passer tout seul. Ouais. Tout ça, c'était dans la caserne. Tu sais, de grands bâtiments, comme un campus, mais militaire. Avec des terrains vides d'entraînement. Et des slogans peints sur les façades. Ouais, tout un peu vétus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et des portraits aussi. Mais le mur, surtout. Je suis partie en terre étrangère combattre et attaquer. Cette contagion, ce déferlement sur le cône sud était à portée de main, mais était aussi la condition de notre survie. Attaquer et s'étendre pour mieux se défendre. Et nous avons porté, j'ai porté, la révolution victorieuse sur le continent. À la tête des groupes de guérilla, j'ai défilé dans les rues de capitales étrangères après avoir fait tomber des dictatures. Avec Roman et Euseb, j'ai traqué un dictateur en fuite. Et lorsque nous avons été attaqués à notre tour, nous sommes repartis en campagne.
L'embargo nous asphyxiait. Nous sommes partis rançonnés, nous avons ramené les devises dont les États-Unis nous privaient. C'est cet instinct-là, chevillé dans ma chair, que j'ai transmis à Eusèbe et à Roman. Nous sommes tous trois de vrais enfants de la Révolution. Ce ne sont pas des mots en l'air. L'expression est à entendre dans son sens le plus littéral. Je comprends bien le discours, mais est-ce qu'il ne s'efface pas derrière les faits? La lutte contre l'embargo est une chose légitime, mais les faits, ce sont un kidnapping, un braquage particulièrement sanglant. Seuls les actes comptent. Les meilleures intentions ne valent rien tant qu'elles ne sont pas confrontées à l'action. Vous pensez que les discours, mes discours, colportent une image romantique et abstraite de la Révolution? Je vous l'accorde. Avant d'être condamné à mort, je fus condamné à vie. Je passai 18 années dans le couloir d'un pénitencier américain. Un trou d'oubli dans ma tête pleine de vide. 18 ans pendant lesquels j'arpentais le sol poussiéreux de la même cellule. 18 ans que je passais à gratter les ulcères de mes poignets, de mes chevilles mordues par l'acier des menottes. 18 ans sans lumière, les yeux dissimulés derrière les poils de ma barbe qui croissait. 18 ans pendant lesquels je suivis une ligne fixe et solide. Une ligne de fidélité aux idées qui m'avaient poussé dans ce trou. Des idées pas plus larges que ce fil de fidélité. Une ligne dont j'ignorais qu'elle avait été rompue dès le premier jour de ma peine. Un fil que je déroulais sans savoir qu'il me laisserait la tête vide. Une trahison au bout du fil qui tenait ma tête vide. Y a-t-il encore quelque chose qui différencie un soldat de la Révolution d'un assassin? Ay, escúchalo. Non, y a-t-il encore quelque chose qui différencie un soldat de la Révolution d'un assassin? D'un voleur ou d'un droit commun si on se limite à une lecture factuelle? Ne devenons-nous pas des bandits en agissant comme tels? C'est bien ça la question de fond. Toute cette violence que nous avons déployée, est-elle acceptable? Est-il acceptable de tuer quelqu'un pour braquer un casino? Est-il acceptable de tuer quelqu'un pour sauver sa propre vie? Un mur d'enceinte, partout. Et juste une porte gardée, qui n'était pas question de traverser. Le mur, il faisait 4 mètres. Et je suis pas Schwarzenegger, hein, ni Van Damme. Mais Roman, oui. De toute façon, je voulais qu'il vienne. Parce qu'il y avait une fête et une fille que je voulais lui présenter. Ce fut un abandon nauséabond, condamné à vie dans mon pays alors que j'étais condamné à mort ici. Renié, accusé, sali, ma femme arrêtée et torturée pendant que je m'accrochais à ce fil gluant de la fidélité à nos croyances violées alors qu'ici j'endossais seul la responsabilité de ma peine. Ces jolis lui enfoncèrent dans le vagin les objets qui servirent de preuve à charge lors de mon procès par contumace, alors qu'ici je gardais le silence pour protéger ma patrie, le foyer de la Révolution. Mes enfants furent humiliés, ils reçurent sur leur tête des flots d'urine et de bile. Révolutionnaires, ils furent violentés, tourmentés, enfants du traître à la patrie, enfants de personnes, enfants sans père et sans mère, alors qu'ici, je défendais mon idéal, constant, comme au jour où la Révolution m'avait fait naître, vide de toute pensée, et plein d'une chaude et ferme conviction, comme un pénis, comme une verge couverte d'avarice. Tais-toi. Tes enfants
Mes enfants devinrent des vers de terre et maintenant que nous sommes morts, nous connaissons l'impartialité de la jante vermiculaire. Il n'y a pas de violence acceptable. Le problème ne peut en aucun cas se poser en termes moraux. La violence est toujours inadmissible. La balle qui sort de mon canon, comme celle qui sort de celui du camarade Guevara, autant que celle du retraité visant le dos du jeune qui court en emportant l'autoradio qu'il vient de toucher. La violence qui consiste à séquestrer un homme dans le coffre d'une voiture, comme nous l'avons fait, est au même niveau que la violence du blocus Yankee ou que celle de la seringue qui pénètre le bras de Roman pour lui injecter le liquide létal. Il n'y a pas de bonne violence, ni de mauvaise violence. Ce n'est pas une histoire de morale. Mais c'est certainement une histoire de légalité et d'illégalité. Une certaine violence est légale, le coup du fusil, du retraité, l'embargo, la seringue, les détentions à Guantanamo. Et l'autre violence, celle de Ben Laden, la nôtre, est illégale. Soit. Nous sommes hors de la légalité. Nous sommes simplement des merdes abjectes. Mais quelle est cette légalité dont nous parlons? La légalité des circonstances à Guantanamo? Rappelez-vous, à la fin de l'année 85 en Colombie, les M-19 a pris d'assaut le palais de justice, exigeant que le président soit jugé pour ne pas avoir respecté ses promesses. Cela n'illustre-t-il pas de manière assez nette le fossé entre légalité et justice? Au bout du compte, il ne s'agit ni de morale, ni de légalité, mais de légitimité. Était-ce légitime? Est-ce que la fin justifiait les moyens que nous employons? Comme moi, ils deviendront des enfants de la révolution. On leur retirera la lymphe et la cervelle. Plus de parents, plus d'enfants, je leur ferai savoir que si tu leur grattes, rien ne sert de se frotter les fesses contre un mur. Mieux vaut y glisser la main, je leur transmettrai ce mythe moral et ils seront les nouveaux moines. Je fus tonsuré à 5 ans et mes cheveux ne commencèrent leur repousse qu'à l'instant de l'injection létale. Je souhaite que ce soit un état permanent, que ce duvet qui croît sur le haut de mon occiput devienne une chevelure dense et crépue. Cette floraison tardive me paraît la moindre des compensations en regard de mon silence, pourvu que cette pousse dure toute ma vie. La victoire ou la mort, la patrie ou la mort. Ces deux phrases résonnent à l'intérieur de ma boîte crânienne dans cette fosse cérébelleuse trop étroite, dont les qualités acoustiques furent uniquement liées à sa vacuité. Résonance, écho râpeux, comme un instrument désaffiné, efface, mais désaffûté, qui construisirent pourtant un petit univers en réduction, ma révolution intérieure, qui interdisait aux cheveux de ma tonsure de s'exprimer, mais qui me guidait dans l'obscurité. Paroles de Pilates de Simone Amino. Chloé Préjean, Gloria. Quentin Bayou, Eusèbe. Marc Bonnard, Roman. Alexandra Cicluna, la journaliste. Et Carolina Pechenet. Luis Martínez Saiz. Brontis Jodorowsky, Hervé Furik, Miglen Mirchev. Musique Jacques Mouniard, Philippe Thibault. Montage Patrick Martinage. Prise de son, montage, mixage Philippe Bredin, Manuel Couturier. Assistante Alejandra Malca. Realización Claude Guerra.